Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Madame, Messieurs, les titres de votre 13h. Le Gabon et l'Union européenne signent un protocole d'accord de nouvelle génération, un accord qui prend en compte tous les aspects liés au développement de l'industrie de la pêche dans notre pays. En politique, l'Union nationale compte désormais 2 candidats déclarés à la présidence. Paulette Missambo, vice-présidente du parti, a annoncé sa candidature. Elle entend mettre son expérience à contribution pour sortir l'Union nationale de sa situation actuelle. Et enfin, sport judo, l'arbitre Jean-Claude Njimbi, retenu pour les Jeux Olympiques, il fait partie des 16 meilleurs mondiaux. Frédéric Nancy Pagna nous en dit un peu plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information. Le développement, c'est tout de suite. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bon confort d'écoute à la présentation de cette édition d'information. Je suis accompagné de Bernadette Zan-Yé. Bernadette, bonjour. Bonjour Vibrien. En ouverture de notre 13h, la forte pluie qui s'est abattue au petit matin a occasionné des inondations dans les quartiers de Libreville. Une énième fois que Dame Pluie a fait des dégâts à Libreville et ses environs. Lauriane Medza s'est rendue dans certains quartiers de la capitale pour constater. Plusieurs quartiers submergés par les eaux à Libreville et ses environs au petit matin, des rues inondées et impraticables, des véhicules et espaces de parking noyés, le constat est le même partout. La pluie a commencé à 7 heures. On a obligé de supporter dans l'eau. On a les loyers à payer, on a les enfants à manger, on a faim, on a les maisons à voir. On va faire comment? On est obligé de supporter. Dans les zones précipitées, ceux qui n'avaient pas encore rejoint leur établissement, leur lieu de travail, ont dû braver le torrent et les rues inondées, de part et d'autre. Bon, je suis venu comme ça là sur la pluie. Depuis le matin, moi j'étais là. Je suis arrivé à 7h, puis il y avait l'atmosphère, apparemment ça semblait pas bon. Et puis voilà, il a plu. Franchement, de mon côté, je parle de moi, j'ai encore rien vendu. Des dégâts dans presque tous les quartiers. C'est toute la politique de l'urbanisme qui est remise en cause dans Libreville et ses environs. Des millions de personnes dans pratiquement tous les pays sont victimes de la traite des êtres humains, l'un des crimes les plus honteux dans le monde. Face à ce constat et pour sensibiliser la communauté mondiale sur les conséquences de ces pratiques, les Nations Unies ont décrété une journée internationale célébrée tous les 11 février. La situation de la traite des êtres humains dans le monde avec Issa Steve Mefan. L'exploitation des êtres humains rapporte de grosses sommes d'argent aux organisations criminelles. Environ 2,5 millions de personnes seraient victimes de la traite et les profits engrangés par les trafiquants s'élèvent à peu près à 32 milliards de dollars US. D'après les estimations récentes plus précises de l'Organisation internationale du travail sur les tendances générales du travail forcé, le problème aurait une ampleur plus vaste. En Europe par exemple, la traite des êtres humains est l'une des activités illicites les plus lucratives. L'exploitation sexuelle, à elle seule, rapporterait annuellement au groupe criminel quelques 3 milliards de dollars. Les trafiquants considèrent les êtres humains comme des marchandises, des objets que l'on exploite et que l'on vend pour en tirer bénéfice. Cette forme de criminalité est transnationale. Elle revêt une dimension régionale et nationale, les victimes étant acheminées dans les pays voisins au sein de leur propre pays ou d'un autre continent. Il existe divers moyens au niveau national
nationale et internationale pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000, entrée en vigueur en 2003. 148 États sont partis au protocole, mais malgré un engagement politique élevé, l'application du protocole reste très inégale dans les États. Pour parvenir à une meilleure application du protocole au niveau national, il est nécessaire de renforcer la coopération au niveau régional et international. La lutte contre la traite des êtres humains n'est pas uniquement la responsabilité des autorités publiques. Les citoyens ordinaires peuvent s'impliquer en prenant conscience du problème, en faisant en sorte que le sort des victimes ne passe pas inaperçu. Soyez attentifs si vous constatez quelque chose de suspect pouvant être lié à la traite. Prévenez la police ou appeler le service local d'assistance téléphonique. À présent, nous parlons de cet accord qui vient d'être signé avec l'Union européenne dans le domaine de la pêche. C'est un accord dit de nouvelle génération qui prend en compte tous les aspects liés au développement de l'industrie de ce secteur. Le point avec Freddy Bouvila. Le nouveau protocole d'accord vise à construire un véritable partenariat permettant de renforcer la gouvernance des océans et à garantir une pêche durable dans notre pays. Rosario Binto País, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. C'est un protocole de nouvelle génération qui tient en considération la protection de la biodiversité et des ressources halieutiques. Donc, nous réjouit parce que c'est exactement dans notre dialogue avec le Gabon et notre partenariat de travailler davantage sur la protection de l'environnement avec une création d'emplois, développement de l'industrie de la pêche. Donc, je pense que c'est un protocole très complet et je félicite les négociateurs, mes collègues de l'Union européenne et les négociateurs gabonais d'avoir un peu de temps, de mai de l'année passée et pendant la pandémie, avoir cet accord qui est, comme j'ai dit, un accord de nouvelle génération. Pour le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, cet accord de nouvelle génération intègre les principales préoccupations du Gabon en matière de pêche. La logique du pilier Gabon Bleu, c'est de faire en sorte que nous reconnaissions, que soit valorisé le potentiel halieutique de notre pays, c'est-à-dire préserver nos écosystèmes marins, faire en sorte que nous nous inscrivions dans une pêche durable et faire en sorte que les retombées de la pêche soient les plus sensibles, les plus visibles ici au Gabon, pour l'industrie gabonaise, pour les emplois gabonais, pour la création de richesses au Gabon. L'aboutissement de ce projet est le fruit de plusieurs mois de travail entre les deux parties. Grâce à ce protocole, le Gabon devient le deuxième partenaire important de l'Union européenne dans le monde en matière de pêche thonière. Lancement officiel hier à l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANPI, par le ministre de l'Agriculture, des inscriptions à l'accès aux zones agricoles à forte productivité créée par les autorités gabonaises. Zone agricole à forte productivité, une initiative des plus hautes autorités qui vise la promotion du secteur agricole avec la mise à disposition pour les agriculteurs des terrains cadastrés afin de mieux mener leurs activités. Pour les détails, nous retrouvons Freddy Bouvila. Ce projet, cher aux plus hautes autorités gabonaises, va permettre de booster la production agricole et encourager la population à consommer ce qu'elle produit. Biendi Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture. Pour la première fois, nous allons matérialiser de manière très concrète la vision du chef de l'État qui est de faire en sorte que, au Gabon, nous disposions de terres arables cadastrées et sécurisées à mettre à la disposition de l'agriculture. L'agriculture, c'est qui? C'est tous les agriculteurs, que ce soit les petits exploitants, les coopératives, les petites et moyennes entreprises et aussi les agro-industriels. L'objectif, c'est de moderniser notre agriculture, de faire en sorte qu'elle puisse s'organiser dans le cadre d'un système alimentaire qui permette de nourrir la population gabonaise, donc à grande échelle. Pour bénéficier de ces terrains dans les 5 zones agricoles à forte productivité, certaines conditions sont à remplir. Nous avons bénéficié de la technicité des agents de l'Agence nationale de la promotion des investissements pour la réalisation d'un site internet qui est facile d'accès, très pratique et qui donne aussi la possibilité à chacun de recevoir la notification de la prise en compte de son inscription.
Les agriculteurs, pour leur part, la matérialisation de ce projet vient résoudre les problèmes d'accès aux parcelles convenables. Nous avons souscrit pour la zone de Kango et nous attendons que le dossier suive son cours parce qu'il y a des étapes. La souscription, c'en est une. Après l'étape de souscription, il y a une étape d'analyse des dossiers par les équipes techniques du ministère. Mais ça s'est très bien passé. La matérialisation de ce projet d'accès aux parcelles dites zones à forte productivité devrait donner un véritable coup de pouce, un véritable boom à toutes les personnes passionnées du monde de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays. Les formulaires d'acquisition sont disponibles à l'Agence nationale de promotion des investissements, au bureau des ZAP et sur le site www.zapgabon.ga. Et nous poursuivons cette édition d'information. Madame la Premier ministre préside en ce moment une réunion du COPIL à son cabinet et à 15h avec les secteurs économiques du budget. Avant cela, Rose Christiane Osuka devisait hier avec Christophe Roques, le nouveau directeur général de Colas au Gabon. Ce tête-à-tête avec le numéro 1 de Colas intervient après les échanges entre Rose Christiane Osuka Ponda, le chef du gouvernement, et les entreprises commises dans la réhabilitation des voies secondaires du Grand Libreville. Rappelons que Colas accompagne le Gabon dans la réhabilitation de plusieurs chantiers routiers à Libreville et à l'intérieur du pays. Nick Jocelyn Fouba. Nouvellement nommé à la tête de Colas Gabon, Christophe Rogers a échangé avec le Premier ministre chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Ponda. Le gouvernement vient de confier à Colas la réhabilitation de plusieurs voies principales et secondaires du Grand Libreville et celle de l'intérieur du pays. J'ai rendu visite à Madame le Premier ministre d'abord pour me présenter puisque je viens d'arriver au Gabon en tant que nouveau directeur général de Colas et j'étais là surtout pour lui faire part un petit peu de notre engagement pour la réhabilitation des voiries de Libreville. Nous avons signé un marché récemment et donc nous allons engager des travaux en urgence sur les zones de Mindoubé et de Ovendo dans le cadre d'un marché qui a été signé le mois de janvier et nous allons travailler d'arrache-pied pour donner un résultat de qualité et durable, des voiries qui seront de qualité et durable dans le temps, mais pour le bien de la population gabonaise. Présent au Gabon depuis plusieurs années, Colas Gabon compte boucler dans les meilleurs délais l'ensemble des travaux qui ont déjà démarré. Alors concernant Colas Gabon, nous avons marché pour exécuter 8,5 km sur les zones de Mindoubé et d'Ovendo. Le délai contractuel est de 12 mois, mais nous allons faire le maximum pour réduire ce délai puisqu'il y a urgence et nous avons pris conscience et à travers les échanges que j'ai eus avec Madame le Premier ministre et Monsieur le ministre des Travaux publics, de tout faire pour réduire ce délai au maximum, tout en respectant les normes de qualité, de sécurité et de durabilité des routes que nous allons construire pour les Gabonais. Colas est une entreprise française de travaux publics, filiale du groupe Bouygues. Aujourd'hui, le groupe est présent dans plus de 50 pays dans le monde. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouverneur de la province de l'Estuaire vient de débuter une campagne de sensibilisation avant celle d'Ovendo, le câble de Maurice Mongonga. C'est pour sensibiliser les populations de la commune d'Ntoum dans le Grand Libreville sur le Covid-19 que Madame Dikumba, gouverneure de la province de l'Estuaire, s'est rendue en Ntoum où elle s'est entretenue avec les autorités administratives et médicales de cette localité. Mot de bienvenue du médecin-chef du centre médical d'Ntoum, intervention du maire central, du préfet et celle de Madame le gouverneur de l'Estuaire. Quels ont été les temps forts de cette cérémonie au centre médical d'Ntoum? La République nous envoie auprès de vous pour vous alerter, pour demander à nouveau votre participation et votre mobilisation autour de l'observation des mesures barrières. Un père de famille a le droit de dire à ses enfants, portez les baguettes le matin. Quand vous revenez de l'école, vous lavez les mains avant de rentrer à la maison. Un père de famille a le droit de dire à son épouse, aux membres de sa famille, aux membres de sa communauté, d'observer les mesures barrières. Et il doit le faire. Et c'est une obligation. Et c'est un acte d'amour que de le faire. C'est aussi un acte de responsabilité. La responsabilité que nous avons tous en tant que leaders, en tant que détenteurs d'une parcelle de pouvoir. Nous avons l'obligation de le faire. Donc, demandez aux uns aux autres d'observer les mesures barrières. Ntoum, Maurice Mongonga, pour Radio Gabon, la référence. Deux membres du gouvernement, dont Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé, et Vincent de Paul Massassa, viennent de séjourner dans la province de l'Ogooué-Maritime.
Deuxième province la plus touchée par la pandémie de la Covid-19 après l'estuaire, le Goué maritime va désormais en guerre contre cet ennemi invisible avec la sortie d'une nouvelle arme appelée plan de riposte spécifique pour mieux combattre le coronavirus. Le point avec en ligne de la capitale économique, Ludwig Njembi. La province de l'Ogooué maritime présente un taux de positivité qui tourne autour de 20% selon le COPIL. C'est dans cette optique que les ministres de la Santé, du Pétrole, des Mines viennent d'effectuer une mission à Port-Gentil afin de s'imprégner de la situation épidémiologique dans le but d'élaborer un plan d'urgence et de riposte contre la COVID-19 pour freiner la propagation de la maladie dans la ville. Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé. Nous avons décidé de l'urgence d'élaborer un plan de riposte spécifique à Port-Gentil, où nous demandons une implication de tous les acteurs concernés par la riposte contre la COVID-19. Nous devons tous nous mobiliser, vous les médecins, vous les responsables des structures sanitaires, avec le gouverneur, les forces de sécurité et de défense, pour créer un électrochoc pour que la population se dise que c'est politique. C'est pas vrai. Il est à préciser que la délégation a eu des séances de travail avec les directeurs des entreprises du secteur pétrolier, les agents de l'hôpital régional de Ntchengue et les responsables des structures sanitaires privées de la place. Ces derniers, a-t-on appris, traiteraient des malades atteints de la COVID-19 dans leur clinique en secret, toute chose qui a amené le ministre à demander l'implication et la mobilisation de tous les secteurs concernés par cette pandémie. Certaines cliniques ont des contrats avec des pétroliers. Vous envoyez des échantillons au CERMEL à Lambaréné. Même nous, c'est maintenant que nous la prenons au niveau du COPIL national. Donc quand Lambaréné nous sort les résultats, pour nous, on se dit que ce sont les résultats de Lambaréné, donc il y a des résultats de Port-Gentil. Vous voyez, tout cela, ça biaise l'information si les gens ne se parlent pas, s'il n'y a pas de transparence dans le travail que nous devons faire. Pour le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, une commission sera mise en place. Elle sera composée du ministère de la Santé, des Hydrocarbures, des opérateurs pétroliers, Vincent de Paul Matata, ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines. Il y a une commission qui doit être mise sur pied pour laquelle le secteur des hydrocarbures, donc les privés des opérateurs pétroliers, le ministère en charge des hydrocarbures et le ministère de la Santé, n'est-ce pas, seront impliqués, travailler d'arrache-pied avec, j'allais dire, les spécialistes cette action-là. Radio Bandji, Ludwig Njembi pour Radio Gabon, la référence. Les responsables du secteur éducatif de la province du Moyen-Ogooué viennent de renforcer leurs capacités. La lutte contre le coronavirus était également au centre de cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat de Lambaréné, d'où nous appelle Estaki Ibwangangimbi. La directrice d'académie provinciale du Moyen-Ogooué, Sabine Mbiye, épouse Mapangou, ses proches collaborateurs et l'ensemble des chefs d'établissement secondaire de la ville du docteur Albert Schweitzer ont été invités par le gouverneur Barnabé Babé Mbangalivois à veiller sur l'application stricte dans les espaces scolaires des mesures barrières au Covid-19 édictées par le gouvernement de la République. La famille et l'école doivent rechercher des solutions pour mettre fin aux violences. N'oubliez pas que les châtiments corporels dans les écoles sont interdits par la loi, a indiqué Barnabé Mbangalivois. L'un des participants chefs d'établissement se prononce sur l'ensemble des problèmes évoqués. Janvier Ngema Mbumba. Nous n'avons pas le droit d'échouer parce que c'est notre pays. C'est notre pays, ce sont nos enfants. Les comportements qu'ils ont aujourd'hui, ils les héritent des films et d'autres choses. Maintenant, aux parents, faire la sensibilisation à la maison. Parce que dès que les enfants sont à la maison, ils arrêtent, ils ne portent plus les masques, ils ne portent plus rien. Ils font comme si la maladie n'existait pas. La sensibilisation, c'est pas seulement dans les écoles, c'est aussi dans les maisons. Maintenant, au service social, de faire le tour des quartiers, des chefs de quartier, de parler avec eux. Rappelons que cette rencontre a mis fin à la kyrielle de réunions organisée depuis bientôt une semaine par l'autorité provinciale. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Nous ne quittons pas la province du Moyen-Ogooué et restons avec Janvier Ngema Mbumba, promoteur d'un établissement secondaire dans la ville du Grand Blanc, qui s'est prononcé sur les mots qui minent le secteur éducatif gabonais.
Ancien membre du gouvernement et ancien responsable de plusieurs établissements secondaires de Libreville, Janvier Nguema Mbumba pense que la responsabilité des violences récurrentes enregistrées en milieu scolaire aujourd'hui incombe non seulement à l'État, mais également aux parents. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Lambaréné, Estaki Bwanga Ngimbi. Nous devons remercier le ministère de l'Éducation nationale qui a renforcé nos capacités. C'est les capacités qui nous a amené du nouveau matériel, mais nous en avions déjà. Nous ne pouvons que remercier le ministère de l'Éducation nationale, la personne de monsieur le ministre, qui a fait en sorte que nous ayons un matériel nouveau que nous allons utiliser dans l'établissement. Mais la violence en milieu scolaire sort du fait qu'on ne veut pas exclure les élèves. On vous a dit que le 21-2011 est une loi à problème. Vous gardez les enfants une année, 2, 3, 4 en 6e ou en 5e. Et ils ne permettent pas aux autres enfants de faire l'école. Il faut enlever cette disposition de la loi 21-2011 parce que ça crée la violence en milieu scolaire. Ce sont des vieux élèves qui sont violents parce qu'ils savent qu'ils n'iront nulle part. En fait, ils sont en année sabbatique, ils ne font aucun effort. Le châtiment corporel, il est interdit. Les lois sont là. Et je crois que monsieur le gouverneur a été clair par rapport aux châtiments corporels qui doivent être interdits dans les établissements pour permettre aux enfants d'évoluer sainement, pour ne pas être martyrisés par les enseignants et fuir l'école. Parce que les châtiments corporels font fuir les enfants de l'école et c'est l'école qui nous a fait. Sans école, il n'y a rien. C'est à l'école qu'on prépare demain. C'est à l'école qu'on prépare la réussite. C'est à l'école qu'on lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et intellectuelles. Nous parlons aussi de la politique dans ce journal avec la décennie de la femme qui figure en bonne place dans la sphère politique de notre pays. Notre reporter est allé à la rencontre d'une femme au destin particulier. Très connue dans le domaine sportif, Sylvie Kota siège désormais à l'Assemblée nationale. Roland de Sylvanie Andem était à la rencontre de cette grande sportive. Il s'agit de Sylvie Kota, épouse Nzamba, la cinquantaine révolue, ancienne basketteuse ayant beaucoup œuvré pour la promotion de cette discipline sportive au Gabon. J'ai commencé à faire le basket à l'âge de 8 ans. J'étais encadrée par les coachs. À l'époque, 76-77, on faisait du basketball dans les établissements. Et à l'école Montfort, on jouait à la place de l'Indépendance contre l'école d'Akébé. Ça stimulait la pratique donc du sport. Ça permettait à l'enfant de s'épanouir dans un environnement sain. Et ça a permis que je sois la femme d'aujourd'hui. Toutes ces stratégies sportives l'ont vraisemblablement servi de tremplin, ainsi que la décennie de la femme décrétée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en 2015 dans la province de l'Ogooué-Vindo pour sa nouvelle carrière politique comme députée à l'Assemblée nationale. Honorable Sylvie Kota Nzamba. On a passé le tract, on peut facilement s'exprimer devant une audience de population, on sait apprécier à sa juste valeur les personnes, on sait reconnaître la défaite, on sait reconnaître la victoire. Donc je pense que pour moi, à mon sens, c'est la voie royale. Donc le sport m'a tout donné. Il fallait qu'à cela, je participe à une vie politique. J'ai été investi pour représenter donc le PDG à l'Assemblée et je pense que j'apporte ma modeste contribution au sein de l'hémicycle. Avec la décennie de la femme, il a permis à la femme de se restaurer, de se revaloriser. Il a permis à la femme de pouvoir s'exprimer, de donner son sentiment. Et on n'est pas en tant que telle mauvaise. Les femmes ont démontré qu'elles avaient le pouvoir de pouvoir apporter leur contribution au développement du Gabon. Et c'est fait. Il reste encore effectivement dans cette loi des 30% qu'il a mis en place, des femmes des coins du pays où on ne copte pas trop les femmes dans des postes politiques. Mais je pense qu'au niveau de l'Assemblée, il y a une bonne vingtaine de femmes qui sont élues, titulaires. Il y a aussi pas mal qui sont suppléantes. La mayonnaise commence à monter. Pour cette femme parlementaire, il faut toujours garder espoir et la foi en toutes choses. Paulette Missambo a officiellement annoncé sa candidature au poste de présidente de l'Union nationale. Une déclaration qui vient mettre un terme au suspense entretenu jusqu'ici. Paulette Missambo, en faisant cette annonce hier le 10 février, jour anniversaire de son parti l'Union nationale, répond ainsi à l'appel d'une frange de militants de cette formation politique de l'opposition. Parmi les présents lors de cette annonce, Arnaud Ndoyengozogo. En rendant publique sa candidature un 10 février à la présidence de l'Union nationale, devant les coordonnateurs de base, Paulette Missambo a choisi une date historique de la vie de cette formation politique de l'opposition gabonaise. Cette date est le point de départ de notre ambition, le point de départ de notre lutte pour le bien-être des Gabonais, pour proposer
un projet qui permette aux Gabonais enfin de se reconnaître en leurs dirigeants. Et je voudrais avec vous donner cette capacité à l'Union nationale avec des femmes et des hommes de terrain que vous êtes. Vice-présidente depuis la création du parti, Paulette Misambo, qui draine une riche carrière politique derrière elle, veut désormais mettre son expérience au service de la présidence de l'Union nationale. La première mission, c'est d'implanter notre parti partout, de faire en sorte d'identifier des militants de terrain pour en faire des candidats crédibles qui pourront gagner l'alternance, par exemple à l'élection des députés, à l'élection des conseils locaux, que nous soyons présents, mais pas pour figurer, mais pour agir. Que nous visions d'avoir des maires partout dans les grandes villes. À ce moment-là, nous pourrions, avec eux, développer des projets de développement de ces localités. Nous devrions également travailler pour que nos idéaux puissent être pris en compte, que nous puissions les imposer au gouvernement. Et ça demande une redynamisation du parti. Mon ambition, elle est celle-là. Après Paul-Marie Ngonjou, la candidature de Paulette Misambo est la deuxième enregistrée à ce jour pour briguer la présidence de l'Union nationale. Le nom du successeur de Zachary Mimboto sera connu au terme du congrès extraordinaire du 6 mars prochain. Ce fait divers dans ce 13h, un jeune homme se fait arracher la chair de sa jambe par des agresseurs dans la province de Logwe-Vindo. Le drame s'est produit dans un quartier du premier arrondissement de Makokou, chef-lieu de cette province, d'où nous appelle Cécilia à Koumamendom. Ah Seigneur Jésus-Christ, mes enfants que j'ai élevés avec la souffrance, on me tue l'enfant comme ça à cause de quoi mes frères sont morts. J'ai fait comment? La vingtaine révolue, Ulrich Bouzera vient d'être victime d'une agression qui lui a coûté une partie de sa jambe. L'horrible scène s'est déroulée dans la nuit du 7 au 8 février au quartier Zouatab dans le premier arrondissement de la commune de Makokou. Que s'est-il réellement passé? Il voulait passer, il sortait comme ça là pour aller à la maison. Maintenant, le cas de gens lui poursuivait. Allez, on lui a balancé le pied, il est tombé, bastonné, prendre le couteau, enlever la chair, le pied droit, enlever toute la chair et prendre aussi le sang. Ils ont amené la chair et le sang. C'est pour ça que je l'ai trouvé là, étendu le matin, tout le monde était là, les femmes pleuraient, moi-même je pleurais. Maman, ils sont sortis là et ils m'ont fait ça dur. J'ai crié, personne. Il était au bloc, mais on n'a pas encore travaillé. Il a mené à la radio. On l'amène maintenant à la radio. Après la radio, on va lui amener maintenant au bloc, à la chirurgie là-bas. Inconscient suite à son état d'ivresse, le jeune Ulrich n'a eu la vie sauve que grâce à un passant à 5 heures du matin, après être abandonné par ses bourreaux, qui ont eu le temps de l'agresser puis sectionner une partie de sa jambe en emportant avec sa chair. Toute chose qui plonge sa génitrice dans une désolation totale au regard de son statut social. Catherine Zokwalende. Ramenée à 20h, l'heure du couvre-feu devrait être respectée par chaque citoyen au risque de s'attendre au pire comme tel a été le cas vécu par le jeune Ulrich au premier arrondissement de la commune de Makokou. De Makokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Hors de nos frontières sans transition, nous avons dans ce studio Caroline Assoum Mombe, bonjour. Bonjour Bernadette. Le Mali en ouverture avec cette rencontre du Premier ministre Mokhtar Ouane avec la classe politique pour parler de la transition au Mali. C'est cela, le chef du gouvernement malien veut désormais prendre lui-même les choses en main pour que la classe politique locale soit étroitement associée au processus d'organisation des futures élections et des réformes institutionnelles. Pour y parvenir, plusieurs leaders de partis politiques présents à la réunion ont demandé, par exemple, le respect à la durée de la transition. 18 mois, pas plus. Au Bénin, on annonce la fin de la mission du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et du Sahel, IBN Chambas. Il a rencontré société civile, commission électorale, cour constitutionnelle, opposition, majorité, communauté internationale et le chef de l'État. Face aux divergences entre la majorité au pouvoir et l'opposition, le diplomate préconise de privilégier le dialogue. À mes côtés, Frédéric Nancy Pagna pour la page des sports. Nous commençons par le judo avec l'arbitre gabonais Jean-Claude Djembi qui a été retenu pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Oui, bonjour Bernadette. Cette désignation de Maître Jean-Claude Djibi confirme sa place de numéro 1 africain. Dans une correspondance adressée à la Fédération gabonaise de judo, la commission d'arbitrage de la Fédération internationale de judo, la FIJ, indique que l'arbitre gabonais retenu pour officier lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Ces arbitres au total sont désignés par la commission d'arbitrage de la FIJ. Le processus de désignation est rigoureux et transparent, précise la commission d'arbitrage. Les Jeux olympiques de Tokyo ont lieu du 23 juillet au 8 août 2021 prochain. Du côté du handball également, avec la reprise du championnat pour l'international gabonais, Chérubin Tabangué, secrétaire sociétaire de la JS Cherbourg. Oui, avec son club, Chérubin Tabangué retrouve la compétition et de fort belle manière pour son retour en championnat en Pro League. C'est la deuxième division française. Tabangué a crevé l'écran, notamment lors de la victoire face à Nancy, comptant pour la deuxième journée, très attendue pour la suite du championnat. L'arrière gauche gabonais nous dit son bonheur de reprendre la compétition après une longue période d'absence. C'est la reprise du championnat, c'est la 14e journée. Pour moi c'est normal, je reviens de ma blessure, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc je retrouve les sensations, ça me fait énormément du bien de rejouer avec les coéquipiers et tout. Et les mecs étaient là, présents pour moi, donc ça fait énormément du bien. Je pense que je retrouve mes formes petit à petit et avec le temps on verra. Oui, et foot. La Coupe de la CAF, Bwengedi Sport, le club burkinabé est déjà à Libreville-Salitas. Il s'agit de Salitas pour rapidement s'acclimater avant le match aller face à Bwengedi Sport, comptant pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Salitas, la jeune formation, ne manque pas d'ambition. Elle vient au Gabon pour ramener un résultat positif. Présentement, Salitas est 4e au classement du championnat burkinabé. Tout le contraire du représentant gabonais Bwengedi Sport, toujours sans championnat. Je me suis fait une déchirure musculaire au niveau des molaires, de 5 cm par là. Donc j'ai été écarté des terrains bien fort longtemps. J'ai quasiment pas joué la première partie de la saison. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup travaillé pour revenir. Voilà, c'est sur cette note des sports que nous refermons cette édition d'information, mais avant le rappel des titres. Le Gabon et l'Union européenne signent un protocole d'accord de nouvelle génération, un accord qui prend en compte tous les aspects liés au développement de l'industrie de la pêche dans notre pays. En politique, l'Union nationale compte désormais 2 candidats déclarés à la présidence. Paulette Missambo, vice-présidente du parti, a annoncé sa candidature. Elle entend mettre son expérience à contribution pour sortir l'Union nationale de sa situation actuelle. Sport judo, l'arbitre Jean-Claude Djembi, retenu pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il fait partie des 16 meilleurs mondiaux. Frédéric Nancy-Pagna en a parlé dans cette édition d'information. À la mise en onde de ce journal, Flavienne Biken, réalisé par Freddy Bouvila, au montage Hans Ndong, Bernadette Zanhaï et Vibrian Aseko Lomo vous ont présenté l'eau 13h. Merci de nous avoir suivis. À demain à la même heure.